Alors, vous entendez cette adjointe à la mairie de Paris qui dit qu'il est interdit de fumer dans les rues de Paris. Et quelques instants plus tard, autre réaction, cette fois du premier adjoint de Paris qui dit « Non, on peut fumer ». TV, on va en dire un petit mot, même si ce n'était pas le sujet initial du débat, mais c'est quand même intéressant. Anne Mazoyer, bonjour, merci d'être avec nous, spécialiste en communication politique et présidente de Fair Value Corporate et Public Affaires. Jean Messia, bonjour. Bonjour. Merci d'être là, membre du bureau national du Rassemblement national. Karim Zeribi, bonjour. Bonjour. Merci également d'être avec nous, éditorialiste politique sur CNews. Et puis Ambroise Méjean, bonjour. Bonjour. Président des Jeunes avec Macron. Jean Messia, on comprend plus rien. C'est quoi cette pagaille? On peut fumer, on peut pas fumer. Est-ce qu'il y a aujourd'hui un énorme bug dans la com autour du masque? Il y a un énorme bug parce que je pense que l'État cherche à se substituer aux individus et à leurs responsabilités. L'État, c'est très bien qu'il mette en place une stratégie sanitaire avec des règles claires, uniformes, etc. Mais après, évidemment, il faut laisser quand même la liberté aux individus de l'appliquer et de se responsabiliser. Mettez-vous à la place du Français lambda. Français lambda, il a respecté le confinement. Moi, je prends le métro et les transports tous les jours. Dans les transports, tout le monde met le masque. Quand la mesure est cohérente, quand elle a du sens, les Français suivent. Parce que ce sont des êtres responsables, contrairement à ce qu'on veut prétendre. Par contre, quand le politique vacille, quand il veut culpabiliser ou trop rassurer, de manière, j'ai envie de dire, pas toujours cohérente et argumentée, là, le Français s'interroge légitimement. Alors, vous avez prononcé le mot communication politique, Anne Mazoyer, en termes de com. C'est un fiasco quand même, cette histoire de Paris. Les vélos oui, les vélos non, les joggers oui, les joggers non, interdit de fumer oui, interdit de fumer non. C'est de la schizophrénie, c'est-à-dire c'est une véritable schizophrénie et c'est vrai que ça complique la compréhension de ce que n'importe quel citoyen est en droit d'attendre en termes d'information. Et donc après, il ne faut pas s'étonner qu'il y ait une fracture entre le politique et le citoyen parce qu'il ne peut plus y avoir cette confiance dont on a besoin dans des gestions de risques, et là c'est vraiment de la gestion de crise aussi importante. Or cette confiance dont vous parliez, et vous avez tout à fait raison, je pense qu'elle est majeure pour pouvoir affronter le tsunami qui est devant nous. Et cette confiance ne peut être véritablement établie que si on vous donne des messages qui sont clairs. C'est du militaire, ce que je vous dis, c'est un discours militaire, mais c'est la vérité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si vous devez faire front devant l'ennemi, il vaut mieux savoir si vous devez attaquer à droite ou si vous mieux attaquer à gauche. Et pas les deux en même temps et pas n'importe comment. Voilà. Donc mais comment on en arrive à ça? Ça veut dire quoi? Qu'il n'y a aucun contrôle de la com? Précipitation. Alors l'autre sujet, c'est la sécurité, bien évidemment, avec ces propos en particulier de Xavier Bertrand, hier, qui affirme que la sécurité restera l'immense faillite du quinquennat d'Emmanuel Macron. Ambroise Méjean, est-ce que vous reconnaissez qu'il y a un vrai problème en ce qui concerne la sécurité en ce moment? Moi, je reconnais qu'il y a effectivement une perception du sentiment d'insécurité et une multiplication de faits divers cet été. Du sentiment. Non, mais la perception du sentiment, c'est la perception de l'insécurité, elle est réelle. Il y a 68% des Français qui disent se sentir en insécurité. C'est à la fois dû à la crise sanitaire, mais aussi aux faits divers qui ont eu lieu cet été. La réalité sur l'action du gouvernement, et je trouve Xavier Bertrand mal inspiré en termes de critique sur la politique sécuritaire, c'est que depuis 3 ans, le gouvernement a investi plus d'1 milliard d'euros pour la sécurité. C'est 10 000 recrutements de policiers supplémentaires. Le Front National devrait être content puisqu'il en demande 7 000. Des résultats, Vous en demandez 7 000. On n'est pas là pour parler des moyens. Et sur la sécurité, il y a à la fois l'investissement massif qui a été fait, il y a aussi l'investissement dans les moyens, c'est-à-dire que, qu'est-ce qu'on dit en termes de sécurité sur la prévention? Il faut aussi que les policiers soient mieux dotés, donc on a une rénovation des commissariats, on a des nouveaux véhicules pour les policiers, donc tous les moyens sont mis en œuvre pour que les policiers puissent exercer au mieux leur métier et qu'ils puissent faire cette prévention nécessaire lors des événements de sécurité. Et puis, je m'étonne quand même que, en tant que représentant d'une majorité qui en appelle à l'efficience, à la performance, à la justification au premier euro près, etc., vous en soyez là à nous décliner tous les moyens que vous avez mis en œuvre. Au bout d'un moment, il faut quand même regarder les résultats. Les résultats, c'est qu'en sur les 2 dernières années, les actes de délinquance et de criminalité explosent en France. Donc ça, c'est un fait. Les chiffres, vous pouvez pas. Oui, j'ai les chiffres. C'est votre propre ministère de l'Intérieur qui le dit, Gérald Darmanin. Donc il y avait un discours républicain fort, parce que la République, c'est pas un régime de faiblesse. Et la République, elle doit prendre le pas dans ces quartiers qui ont été abandonnés. Aujourd'hui, est-ce qu'on a des problèmes qui datent depuis 2 ans? La réponse est non. Et qu'est-ce qu'on fait? On va parler de ce sujet à 1 an et demi des présidentielles pour en faire un sujet électoraliste. Donc il y a une manip? Il y a une manipulation? Mais politiquement, personne n'a traité le problème, Jean-Marc. Ni la droite, ni la gauche. Il faut le dire depuis 2 décennies. Or aujourd'hui, on a fait des débats nationaux, des grandes causes nationales, le cancer, l'égalité femmes-hommes. C'est très bien. Faisons une grande cause nationale sur la sécurité dans le pays. Pour dire que éducation,
police et justice doivent fonctionner ensemble. C'est comme ça qu'on y arrivera. C'est pas en faisant Ce sont des valeurs républicaines. Mais oui, c'est ce à quoi j'appelle depuis le départ. Je pense qu'il faut revenir à des valeurs républicaines, mais je voudrais juste... Alors, vous avez raison, avec Jean-Pierre Chevènement, qui du reste a publié un article sur le sujet dans Le Point récemment, il y avait des valeurs républicaines qui étaient davantage respectées. Au-delà, vous avez eu entre 2007 et 2014... au niveau de la justice, un certain nombre de principes qui ont été posés, qui ont été balayés sous M. Hollande, notamment les peines planchées, que l'on a cru bon de devoir éradiquer littéralement. C'est pareil, madame, faites pas de politique. En 2007, 11 000 fonctionnaires de police de moins sous Sarkozy. Je ne fais pas de politique, c'est un fait. Je dis simplement... 11 000 fonctionnaires de police de moins. C'est un autre sujet. Mais non, c'est pas parce que je parle de justice. Oui, peut-être. Mais il y a un problème de justice aujourd'hui, donc moi j'attends de M. Dupond-Moretti qu'il prenne les mesures, parce qu'il y a un moment, vous ne pouvez pas aussi, parce que ça, par contre, ça ne date pas de 2007, vous avez une vindicte permanente contre la police. Permanente. Je veux dire, il y a eu effectivement des dérives policières. Nous en sommes tous témoins et nous le savons. Il y a eu effectivement des problèmes pendant les événements des Gilets jaunes. Maintenant, il y a un corps qu'il faut respecter, qui est tout à fait et éminemment respectable, dont on ne tient absolument plus compte. Alors d'un côté, on veut les appeler dès qu'il y a un problème, je ne sais où, que ce soit à Marseille, en Seine-Saint-Denis ou ailleurs, mais d'un autre côté, quand il s'agit de les défendre... D'un autre côté, en 2007. Pardon ? On a supprimé les renseignements en 2007. On a supprimé la police de proximité. Là, je vous parle uniquement d'une attitude et d'une communication autour de la police. Vous voulez aider les fonctionnaires de police ? Donnez-leur les effectifs. On la laisse finir. Je voudrais juste terminer pour dire que vous connaissez certainement la maison de l'intérieur. Moi, je vous parle en tant que citoyenne de ce que je perçois de la part de la police. Et la police, effectivement, aujourd'hui, depuis ces dernières années, et ça ne date pas de la mandature de M. Macron, est conspuée, elle est stigmatisée sur des faits qui sont réels et qui sont répréhensibles, mais vous ne pouvez pas faire une généralité de quelques cas isolés. Je voudrais le regard d'Anne Mazoyer pour qu'elle mette un peu le jeu, parce qu'elle regarde ça. Finissez la phrase. Sur le triptyque, l'éducation, il faut, pour le long terme, avoir une éducation qui est meilleure, qui permette aux jeunes qui sont dans ces zones difficiles de pouvoir s'en sortir et donc de ne pas tomber dans l'insécurité ou le chômage, qui est d'abord d'ailleurs un des problèmes premiers sur l'insécurité. Première, éducation, sécurité ensuite, il faut des moyens, et donc les moyens, c'est recruter plus de policiers. Je vous arrête un instant parce qu'Emmanuel Macron, qui est en direct de Villeneuve-la-Garenne, est en train de prendre la parole. On est en direct. C'est Morandini live sur CNews. Et donc ce plan de relance, cette stratégie France Relance que nous allons lancer, ça n'est pas une stratégie pour faire face aux difficultés du moment. Ça, nous l'avons déjà fait. Et nous allons continuer pour tous les secteurs qui le justifient jusqu'à la fin de l'année. Non, c'est préparer la France de 2030. Ça n'est pas subventionner les secteurs en difficulté. Nous l'avons fait partout, c'était nécessaire et utile. C'est investir dans l'avenir, dans l'accélération de nos transformations et de nos grandes transitions. C'est investir pour transformer. C'est bâtir la France de demain. Et donc, le projet France Relance qui sera présenté la semaine prochaine, c'est un projet dans lequel nous voulons projeter le pays pour plus d'indépendance et donc les relocalisations, pour bâtir un modèle d'avenir fondé sur le savoir, sur l'écologie et la transition écologique, qu'il s'agisse de la rénovation thermique des bâtiments ou de filières comme l'hydrogène, et de bâtir sur les compétences, c'est-à-dire d'investir dans les femmes et les hommes, et en particulier notre jeunesse. C'est donc un plan d'investissement dans notre avenir, et c'est un plan d'investissement dans les Françaises et les Français, et en particulier les plus jeunes, pour les aider à obtenir un emploi dans cette période si difficile, à continuer à avoir les compétences et les formations nécessaires. C'est ça la philosophie de ce plan de relance, de cette stratégie France Relance qui a été préparée depuis des mois. Et dans ce contexte, les relocalisations jouent pour nous un rôle fondamental. D'abord parce que c'est montrer qu'il n'y a pas de fatalité, et c'est bâtir sur des secteurs d'avenir comme en particulier le secteur pharmaceutique, la capacité donc à relocaliser de la production. Je pense qu'il faut lier deux sujets, la souveraineté et la sécurité, parce que finalement on est venu ici pour parler de sécurité, et c'est le sujet le plus important pour les Français sur le plan électoral. Lorsque vous regardez les statistiques, c'est le sujet
Cécile Cornudet le disait ce matin dans les Échos, le sujet de la sécurité est celui qui peut faire aller aux urnes ou pas. Et je voudrais le lier à la souveraineté, parce qu'on parlait de souveraineté industrielle, et Dieu sait que je prône une souveraineté industrielle la plus importante possible, mais il s'agit de souveraineté politique, c'est-à-dire que aujourd'hui, Emmanuel Macron doit comprendre que s'il veut maintenir sa souveraineté politique, il doit agir sur la sécurité. Merci beaucoup, merci à tous les quatre.